Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je m'initie à la voltige équestre à la ferme des Sorbiers à Rimouski. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je suis avec Audrey Thériault. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, tu es instructeur ici à la ferme des Sorbiers, qui est une ferme à Rimouski, en fait, un centre d'équitation. Mais dans ce centre d'équitation, vous offrez des cours quand même très particuliers, des cours d'art équestre. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, c'est quoi un cours d'art équestre? Un cours d'art équestre, dans le fond, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut du travail en liberté, de la voltige, de la monte en selle anglaise pour vraiment se préparer un petit peu pour faire comme les spectacles. Un mini cavalier, vraiment quelque chose de bien la base de tout ça pour éventuellement réussir à monter un spectacle qu'on essaie de faire depuis quelques années. Donc, c'est des cours que finalement vous offrez à des élèves du secondaire, du primaire? Oui, du primaire, secondaire. Dans le fond, tous ceux qui veulent faire, qui souhaitent s'initier à la voltige ou au travail en liberté, des choses comme ça, on offre des cours pour ces gens-là. Puis on a aussi le sport-études au secondaire, que là, on fait vraiment... ça fait partie du programme de concentration sportive. Puis avec ces élèves-là, on pousse quand même beaucoup la machine dans leur équestre, vu que c'est le but principal du sport-études. Est-ce que c'est populaire auprès des jeunes, justement, qui font le sport-études? Tu sais, les élèves, ils aiment ça parce que eux, juste d'être en contact avec les chevaux, ça leur fait un bien fou. Tu sais, on a beaucoup d'élèves, on a des élèves qui ont parfois des difficultés à l'école, des difficultés de concentration. Parfois, de plus en plus, il y a des jeunes qui souffrent d'anxiété et de venir à l'écurie, bien, ça leur permet de... OK, on va avoir du fun aujourd'hui. Mon cheval, si je suis anxieuse, si je me sens pas bien, il va le ressentir. Il faut que je travaille fort sur moi pour... On est là, on profite et le cheval, souvent, ça se ressent bien. Là, ça permet vraiment d'apaiser les esprits. On n'est pas loin de la zoothérapie. Oui, c'est ça, tu sais, exact. On n'est pas spécialisé là-dedans, mais c'est sûr que juste d'être en contact avec les chevaux, on a des élèves que ça leur fait vraiment du bien et on voit tout de suite les résultats scolaires. Là. Audrey, moi, je suis une vraie passionnée des chevaux. J'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune. Alors, j'étais vraiment contente de venir ici aujourd'hui puis de tester pour la première fois de la voltige. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Alors, parle-moi un petit peu du cours là, qui va avoir lieu là, dans les prochaines minutes. On a une cavalière, Joséphine, qui va nous faire des démonstrations à cheval. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas pratiquer les figures sur le cheval d'arçon. Dans le fond, c'est un cheval en bois, c'est un faux cheval, mais ça nous permet de pratiquer un petit peu les trucs et les déplacements pour se sentir bien à l'aise. Et ensuite, quand on arrive à cheval, ben, on est prêt et on va être sûr de ne pas blesser notre cheval. On va faire nos exercices au pas, au trot, ça va dépendre. On va commencer par le faire au pas pour voir comment ça va. Et ensuite, on pourrait essayer de trotter un petit peu parce qu'elle a quand même un trot rebondissant. Est-ce que ça va être avec Mona Lisa? Oui, ça va être avec Mona Lisa qu'on va faire la voltige. OK, bon, ben j'ai hâte, merci. Je m'appelle Baptiste Grison, je suis installé dans le fantastique village du Bic, à côté de Rimouski, et je suis un artiste multidisciplinaire, un artiste de l'image. Je fais de la photographie, de la vidéo et également un peu du son. J'ai eu la chance d'être invité par un groupe de chercheurs pour aller sur le navire de recherche Coriolis 2 pour un projet de déversement de colorants inoffensifs dans le Saint-Laurent pour pouvoir modéliser la dispersion des substances éventuelles qui pourraient tomber dans le Saint-Laurent. Donc j'ai été invité pour une semaine à titre d'artiste-chercheur. Et puis j'ai pu récupérer toutes les données intéressantes du projet, donc des images sous-marines. J'ai enregistré beaucoup de sons également sur le bateau. Puis actuellement, je suis en train de préparer un vidéo expérimental qui est un petit peu un documentaire, mais qui sera sans parole, sans texte. Ça, c'est la nappe de colorant vue d'un drone. On en mettait 300 litres tous les jours. Puis on passait la journée à observer la dispersion de la nappe.
toutes ces images qu'on voit de déversements, de catastrophes environnementales. Je reprends cette iconographie-là à mon compte pour montrer quelque chose qui a les mêmes aspects qu'une catastrophe environnementale, mais qui en réalité est bienveillante envers la nature. Quand j'étais gamin, je courais à la campagne avec ça, je faisais des photos, mais il n'y a jamais eu de film dedans. Mon père trouvait que ça coûtait trop cher, fait que je jouais au photographe sans faire de photos. J'ai eu une enfance dans la nature et j'ai toujours aimé courir les bois, les rivières, les forêts, les bords de mer. J'ai toujours aimé explorer le territoire autour de moi. Mon dernier livre que j'ai publié, j'ai mis en exergue une citation d'une écrivaine française qui s'appelle Yasmina Reza. On est dans le paysage jusqu'au jour où on n'y est plus. Un espace, ça se vit à un moment donné, à un endroit donné. C'est toujours unique la façon dont on voit un paysage. On ne peut pas le revoir deux fois de la même façon, on ne peut pas le vivre deux fois de la même façon. Pour moi, faire de l'art, au début faire de la photographie, puis maintenant faire de la vidéo, c'est un prétexte à aller se promener dans l'espace, dans le paysage, dans la géographie. J'ai toujours un plaisir gigantesque à préparer mes projets à partir de cartes papier autrefois, puis maintenant avec Google Maps. Ah, ça, c'est ma boîte à cartes. Toutes mes vieilles cartes sont stockées là. Pas toutes, mais presque. Des heures de plaisir là-dessus à faire des itinéraires. Ça, c'est la carte de Bretagne qui date de 1990 probablement. J'ai fait le tour de la Bretagne à pied en retrouvant le tracé d'un pèlerinage antique du Moyen-Âge. Ma préférée. Les cartes marines utilisées par les capitaines de bateaux. Évidemment, aujourd'hui avec Google Maps, on n'a plus l'occasion d'aller jouer là-dedans, mais c'est quand même des documents assez exceptionnels, avec beaucoup d'histoire dessus, puis beaucoup de matière à rêver. Je voulais faire depuis longtemps un projet sur les îles de ma région ici du Bas-Saint-Laurent. J'ai tout rassemblé ça dans un projet qui s'appelle donc Inventaire indiscipliné des îles du bas du fleuve. Puis indiscipliné réfère évidemment au fait que j'ai plusieurs médiums, j'ai plusieurs disciplines artistiques qui se mêlent dans le projet. La vidéo, l'écriture, le dessin, la photographie, des photos 360 degrés. Je me suis vraiment donné la liberté d'aborder chaque île de façon complètement indépendante et de la travailler stylistiquement comme j'avais envie selon mon feeling du moment. Ce qui est fascinant pour moi dans les îles, c'est que c'est des petits mondes en soi, c'est des microcosmes. C'est simplement un sentiment d'être enveloppé par la mer et puis d'être sur un petit territoire intime à explorer, qui est toujours complexe. Puis c'est ça, c'est une passion, c'est un appel, là, depuis toujours. Une amie m'a mis sur la piste à Kamouraska d'un sous-marin, puis quand j'ai entendu ça, je dis bon, un sous-marin, c'est sûrement une blague. Et puis finalement, en faisant quelques recherches, très rapidement, je suis tombé dessus. 3 messieurs cueillaient des herbes marines à côté, puis je leur ai demandé s'ils connaissaient l'histoire de cette épave-là. Le premier m'a expliqué que c'était un sous-marin fabriqué par un jeune de Trois-Rivières. Le second m'a raconté que c'était un avion, puis le troisième m'a expliqué que c'était un navire de recherche scientifique. C'était pas un sous-marin, c'était un bateau. Donc les trois, côte à côte, sans gêne, m'ont donné 3 versions complètement opposées. Puis moi, ça m'a fasciné parce qu'à partir d'un objet qu'on a du mal à identifier, on peut s'inventer toutes les histoires du monde. On peut dire que c'est un narco sous-marin pour transporter de la drogue. On peut dire que c'est un sous-marin des nazis des années 40. On peut tout inventer à ce sujet-là. C'est ça qui est fascinant. J'ai la chance de vivre dans l'extraordinaire village du Bic, juste à côté du parc et de la mer. Et puis c'est quelque chose qui pour moi est un rêve, là. Un terrain de jeu incroyable, là. Ça me satisfait beaucoup de ne pas aller à l'autre bout du monde pour faire des images, mais être capable d'être éveillé à ce que j'ai à ma porte. Je m'appelle Mélanie Lemire, je suis professeure au département de médecine sociale et préventive à l'Université Laval, mais j'habite au Bois-Saint-Laurent. Je suis une fière résidente de Saint-André de Kamouraska. Manger notre Saint-Laurent, c'est à la base un projet de recherche. On s'est réunis toute une équipe autour du même enjeu pour dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour, avec différentes actions, valoriser les aliments du Saint-Laurent, mais aussi informer la population québécoise pour qu'ils demandent davantage nos si belles ressources chez nos détaillants.
que ça soit des crustacés, des poissons, le phoque gris, les plantes de bord de mer. Il y a juste 19 % qui se retrouvent dans nos assiettes. Ce qui nous anime là, au collectif Manger notre Saint-Laurent, c'est un peu ce non-sens-là qu'on exporte vers les marchés internationaux. Près de 81 % de nos ressources pêchées ici, alors qu'on importe 89 % des ressources qui sont mangées au Québec. Je pense que la première étape, c'est de savoir reconnaître les espèces qui sont d'ici. Tu sais, savoir que, par exemple, ici, dans le Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on pêche? On pêche le homard, le crabe, on pêche la crevette nordique, le flétan, bientôt davantage le sébaste. Donc, il y a toute une richesse du Saint-Laurent qu'il faut d'abord apprendre à connaître. En deuxième lieu, c'est d'aller voir nos détaillants, parce que les détaillants vont avoir envie d'innover s'ils savent que la clientèle est au rendez-vous. Si on achète les produits de nos pêcheurs, on contribue à leur passer le message « Exportez pas notre si belle ressource, mais gardez-la chez nous ». Dans ma salade ici ce midi, j'ai mis des algues d'Antoine Nicolas d'Océan de Saveur qui se vendent sous forme déshydratée. C'est l'algue qui est utilisée pour faire des nourris. Aujourd'hui, j'ai choisi le bacon de mer pour y donner un petit goût fumé. Puis, dans ma salade aujourd'hui, c'est ça, j'ai rajouté des épinards, des pousses, des tomates et des petites noix, des graines de tournesol, puis des crevettes. Les crevettes nordiques, ou mieux connues sur le nom des crevettes de Matane. Par exemple, ici, les crevettes caravelles, on peut se les procurer à l'épicerie. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on voit même le nom du bateau qui a pêché les crevettes. Donc, nous qui aimons savoir de où vient ce qu'on mange, c'est vraiment super. Je pense qu'on le dit pas assez que nos ressources du Saint-Laurent, elles sont de qualité exceptionnelle. Hormis quelques bémols, il n'y a pas vraiment de souci à se faire sur les contaminants dans les aliments qui nous viennent de la mer. Par exemple, les crevettes, elles contiennent vraiment peu de contaminants, le maquereau et tout ça. Même au contraire, par exemple, le maquereau, c'est une excellence. Comme vous pouvez voir ici, là, il y a des petites bulles de gras. En fait, le maquereau, c'est un poisson qui est gras, qui est très riche en oméga 3, par exemple. C'est vrai que parfois, les ressources d'ici sont un peu plus chères. Mais les fameuses crevettes caravelles, j'en ai jeté 4 sacs en spécial. Il suffit d'avoir un congélateur. Mais d'un autre côté, quelle est la qualité des aliments qui sont importés? Malheureusement, il n'existe pas beaucoup de données. Mais si vous regardez les conditions d'aquaculture en Asie, ça permet de soulever quelques bémols. Alors que la majorité des espèces sauvages pêchées ici sont de très grande qualité, mais elles sont aussi pêchées de façon durable. Parce qu'il y a tout un système qui protège la ressource. Parmi les espèces assez faciles à retrouver, bien sûr, les belles huîtres de William Bay, par exemple, de Carleton-sur-Mer, que vous pouvez trouver dans certaines poissonneries. Puis sinon, une autre belle ressource sur le site de Manger notre Saint-Laurent, une recette avec du flétan, c'est un flétan à la vapeur avec du cèdre. Donc, ça donne un petit goût boisé à votre flétan, si jamais vous en avez envie de goûter. On a le privilège de travailler avec Colombe Saint-Pierre, chef culinaire et une femme engagée, brillante. Des gens comme Colombe, comme plusieurs d'entre nous qui habitons le Bas-Saint-Laurent, on est fiers. On a envie que nos ressources restent chez nous, puis on a aussi envie de les faire connaître. C'est sûr que de vous informer et de demander des espèces du Saint-Laurent, ça va faire qu'un jour, ce pourcentage-là de 19 % pourra peut-être devenir plus grand dans nos assiettes. Bon, fait qu'Alicia, on va commencer à préparer notre cobaye Mona Lisa pour la sceller et aller faire la voltige. Donc, on va commencer par lui passer un petit coup de brosse bien tranquillou. On peut prendre la brosse dure. Ça nous permet de prendre contact avec eux, de lui dire comme « Bonjour, Mona! On se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître. » Comme ça, ben, T'as-tu le coup de travailler avec moi tantôt? On s'adopte mutuellement. Oui, elle apprend à te connaître. Elle dit « Ah, ben, t'as l'air sympathique. On va avoir du plaisir. » Donc, un coup que notre cheval est bien brossé, on va commencer à la sceller. Donc, on va commencer par mettre le sous-tapis sur son dos. Oui. On va le mettre vraiment... Oui, on va l'avancer juste un petit peu plus. Génial. 2 gros tapis western, ça fait le boulot. Ensuite, on va mettre le surfait. C'est comme une espèce de grande sangle qui va faire tout le tour de Mona Lisa. Et on a les petits enraînements pour vraiment permettre de bien encadrer le cheval. Donc, on va le mettre
vraiment de chaque côté d'elle, comme ceci. Mona Lisa est quand même assez versatile comme cheval. Elle aime bien faire un petit peu de tout, puis elle a bien du plaisir elle est très généreuse de son elle-même, donc à chaque fois qu'on a une idée de fou, ben, elle embarque, puis elle dit « Allez, on y va! » On y va! Une fois qu'on est dans le manège, moi, je vais m'occuper de réchauffer la jument pour éviter qu'elle se blesse. Pendant ce temps-là, toi aussi, tu vas avoir un bon travail d'échauffement à faire. Donc, bien étirer les poignets, les chevilles, bien étirer les hanches, s'étirer sur le côté. Donc, Alicia, avant de le faire nous-mêmes à cheval, on a Joséphine Allô? Qui se prête au jeu avec nous aujourd'hui, qui va nous montrer un petit peu les quelques figures de base qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, la position de base, c'est simplement mettre le bras droit devant, le bras gauche derrière, les épaules bien détendues, le regard un petit peu tourné vers la gauche, parce que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Et maintenant, on va se mettre à 4 pattes. On va faire un dos rond comme un chat fâché. Un dos creux, un dos rond et un dos creux. Et pour revenir à cheval, à partir du dos creux, on fait simplement écarter les jambes et on revient à cheval. Okay. Aussi simple que ça. La planche avec les petits pas de sirène. Comme ça. Okay. C'est bien joli. Ça doit forcer sur les bras, ça. Oui, quand même. Ouais. Ensuite, une autre figure de base qu'on va faire l'étendard. Le bras en diagonale. Donc ça, c'est l'étendard complet. Ouais. Super. On reprend les poignets et on revient à cheval. Donc, on se remet à 4 pattes. On creuse bien le dos. Et on se rassoit. Je vais essayer de me souvenir de toutes les postures. Oui, ne t'en fais pas. Moi, je les connais. Donc, je vais pouvoir te guider. Donc, on va s'asseoir vraiment le plus proche possible de notre surfait. Et on va bien tendre les deux jambes, bien pointer les pieds. Génial. Donc là, on imagine que notre cheval va vers la gauche, donc on tourne un petit peu notre regard vers la gauche. Et pour la position de base, on va mettre le bras droit devant et le bras gauche derrière sur le côté. Fantastique! Maintenant, on va faire l'étendard. La jambe gauche, on va la lever vers l'arrière. Oui, exactement. C'est ça que tu... Ouais. Oui, c'est ça, le bras en diagonale. Ça va être plus dur sur le cheval, je le sens. Oui, parce que ça là, bouge. Ça bouge. Génial. Et on reprend les poignets. On va faire le changement d'étendard. On va mettre nos deux pieds dans l'autre direction. On lève la jambe droite et on lève le bras gauche. Fantastique. Donc, on va commencer par faire la position de base. Donc, le bras droit vers les oreilles de Mona. Le bras gauche vers l'arrière. Okay. Donc, on va faire maintenant le 4 pattes. Donc, on fait un beau fouetté. N'aie pas peur de bien pencher ton corps vers l'avant pour utiliser le mouvement de balancier. OK. Et hop, on y va. Hop. Fantastique. Oui! Et là, tu vas lever la jambe gauche vers l'arrière. Vas-y, tranquillement, là. Génial. Et on va faire le changement d'étendard. Donc, on ramène la jambe, on tasse les deux pieds dans l'autre direction et on lève l'autre jambe vers l'arrière. Fantastique. Et on lève le bras. Oui! Et on revient. C'est correct. Ça demande beaucoup d'équilibre. Oui, on va remettre nos deux pieds bien centrés et on creuse le dos. On revient à cheval. Génial. Hey, c'était super bon, ça! Ça vaut la peine de se pratiquer un petit peu sur le cheval d'arçon avant, hein? Oui, quand même. Merci à Mona Lisa, mais surtout à toi aussi, Audrey. J'ai adoré ça. C'est vrai que la connexion que tu parlais avec le cheval, elle est différente quand on travaille comme ça avec lui, si on le compare par exemple à de l'équitation plus régulière. Là. Oui, bien c'est sûr que comme on est assis pratiquement directement sur son dos, on sent vraiment tous les mouvements que le cheval fait, exact. Quand il se tend, quand il relaxe, quand il se tortille. Ouais. Donc, ça nous permet c'est comme si on s'adaptait aussi un peu à lui, à ses mouvements. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait essayer ça. Je suis vraiment contente. Un énorme plaisir. Ouais. Merci à vous d'être venus nous voir aujourd'hui. Même Mona a dit « Hey, j'ai aimé ça finalement, travailler avec toi. Ouais. C'était le fun. » Merci, Audrey. Merci à toi.